Voilà. Alors, vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur le Sénat, la Chambre des comptes de Savoie. Et j'ai le plaisir de vous présenter des sénateurs. Ici, des sénateurs. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Le grand filet que vous avez ici, c'est une Seine, S-E-2-N-E. Et jusque dans les années 60, les pêcheurs à la Seine, dans le lac du Bourget, se faisaient appeler les sénateurs. Il s'agissait d'une catégorie de pêcheurs professionnels dans le lac du Bourget qui détenaient un savoir un peu particulier, qui devait bénéficier d'un apprentissage spécial pour manier ses filets. C'est la raison pour laquelle ils se faisaient appeler les sénateurs. Voilà, donc au-delà de ce petit jeu de mots qui vous montre à la fois mon intérêt pour, on va dire, l'histoire du droit et puis l'histoire de nos régions, vous n'ignorez pas donc qu'en Savoie, on a des lacs et des rivières à profusion. Je suis très content que le président Varachin ait évoqué les chiffres tout à l'heure. Donc si j'ai bien retenu, 800 cours d'eau en Haute-Savoie, 1400 en Savoie. Évidemment, je ne vous parle pas des lacs, entre le Léman, le lac d'Annecy, le Bourget, Belette, bon, voilà. C'est pas, effectivement, ce sont des étendues d'eau qui ne manquent pas. Et de la même façon, sous l'Ancien Régime, les seigneuries, c'est quelque chose qui ne manque pas non plus. Alors évidemment, la taille, l'importance, le nombre des seigneuries a beaucoup varié au cours du temps, mais néanmoins, voilà, c'est une réalité à la fois juridique et un cadre de la vie quotidienne qui est vraiment important sous l'Ancien Régime. Retenons d'emblée que le droit de pêche, c'est un droit seigneurial, mais qui a une origine régalienne. J'aurai l'occasion d'y revenir. Donc il est intimement lié à l'exercice du pouvoir souverain, qui éventuellement peut le déléguer. Et donc mon propos ici, c'est essayer de vous montrer en quoi le droit de pêche a été important, ou pas, dans la Savoie d'Ancien Régime. Donc, logiquement, je vais pouvoir vous proposer ce plan-là. On va essayer, puisqu'on parle de droit de pêche, on va essayer de donner une petite définition juridique de ce dont il s'agit. Ensuite, je vais essayer de vous dresser un état général des lieux en essayant de répondre à quelques questions simples. Comment il s'exerçait, où il s'exerçait, par qui, etc. Et puis, on est à Aix, je ne pouvais pas faire autrement. J'ai essayé de me prêter, on va dire, un petit travail pratique et essayer de déterminer quels étaient sur le lac du Bourget les seigneurs qui exerçaient le droit de pêche. On essaiera de s'appuyer sur une carte pour mieux comprendre ça. Voilà, donc on va commencer par un petit peu de droit, et c'est toujours utile d'aller voir un petit peu du côté des juristes d'Ancien Régime, et tant qu'à faire, je vais prendre justement un des plus célèbres juristes d'Ancien Régime de la Savoie, qui est Charles-Emmanuel Deville, qui était sénateur, et qui a écrit son fameux ouvrage sur l'état de la justice ecclésiastique et séculière du pays de Savoie. Il a un chapitre, donc vous voyez, de la chasse et pêche et de leur défense. On va dire chic, il y a 6 pages dans son ouvrage qui sont consacrées à cette question, on va apprendre des tas de choses. Malheureusement, sur ces 6 pages, il y a 10 petites lignes seulement qui sont consacrées à la question stricto sensu de la pêche. Mais notez bien, d'emblée, vous voyez que la pêche, le droit de pêche, c'est associé assez étroitement à la chasse. Ça, c'est un point extrêmement important sur lequel on aura l'occasion de revenir. Et puis là, je fais un petit peu écho à l'allusion qu'a fait le président Varachin tout à l'heure. Retenez surtout aussi les trois dernières lignes. Comme il y a des cas où la chasse est toujours permise, aussi y en a-t-il touchant la pêche aux rivières publiques quand elle est pratiquée avec l'hameçon. Cela sous-entend que quand voilà, vous utilisez la ligne, la pêche à la ligne est en règle générale tolérée dans la plupart des rivières publiques. Donc voilà, donc malheureusement chez Charles-Emmanuel Deville, voilà, on est un petit peu déçu, on n'a pas beaucoup d'éléments sur cette question, et vous verrez qu'en définitive, voilà, justement, il faut aller à la pêche des informations, sans faire de jeu de mots. Bon, tentons quand même une petite définition juridique. Comme je vous le disais, le droit de pêche, c'est un droit d'origine régalienne, et dans nos régions, bien évidemment, on va se référer au droit impérial. Et plus précisément, on va se référer au Libri Feudalorum, qui est donc une compilation juridique du XIIIe siècle, dans lequel figure un titre unique qui s'appelle Quesint Regaliae, qui définissent
les droits régaliens, si vous voulez. Et parmi ces droits régaliens, eh bien, vous avez le piscationum redditus, le revenu des pêches. Hein, et c'est donc sur cette base impériale que les comtes et ducs de Savoie vont fonder leur droit de se réserver le droit de pêche à leur profit. Alors évidemment, les statuts sabaudiers de 1430 vont parler du droit de pêche. Amédée VIII donc, autorise ses sujets à pêcher dans les cours d'eau publics, mais il se réserve ses usages dans son propre domaine et dans celle des personnes à qui il a octroyé le droit de pêche en question. Vous voyez, il y a ce double aspect. Le souverain, de toute façon, reste maître de l'ensemble des cours d'eau, mais il a la possibilité de déléguer, de concéder, d'inféoder le droit de pêche à des seigneurs. Et la législation du XVIIIe siècle, avec les royales constitutions, vont reprendre aussi cette question à très peu de choses, quelques articles seulement concernant notamment dans le livre 6, le titre 7, aussi bien dans les royales constitutions de 1730 que de 1770, et seulement quelques articles au chapitre Dei fiume et torrenti, donc des fleuves et des torrents. Vous voyez qu'au passage, on ne mentionne même pas les lacs. On va dire que l'article fondamental ici, c'est l'article 1 de ce titre-là, qui déclare royaux tous les fleuves, rivières et torrents de nos États, et en conséquence appartenir à notre domaine. Vous voyez que, de toute façon, le souverain se réserve la haute main sur les cours d'eau. Voilà, donc là vous avez la page de titre donc, de ces fameuses royales constitutions de 1770 qui sont un petit peu plus loquaces que celles de 1730 concernant la pêche. On va y trouver donc toujours la même chose, toujours le livre 6, titre 7. On retrouve le même article 1 qu'en 1730, mais dans les articles 11 et 16, on va avoir quelques précisions, notamment concernant les interdictions. Interdiction, par exemple, d'utiliser des polluants, poisons ou chaux, pour procéder à la pêche. Interdiction également d'obstruer les cours d'eau pour piéger le poisson. Les propriétaires du droit de pêche et les fermiers qu'ils nomment doivent également veiller au respect de ces interdictions. Et les royales constitutions, ce sont 1730 ou 1770, donc définissent quels sont les juges qui sont compétents à la matière. Alors, pour faire simple, on va dire que jusqu'en 1720, c'est la Chambre des comptes de Savoie qui est compétente, puisque c'est elle qui est gardienne du domaine royal, du domaine ducal, et donc, à ce titre-là, c'est elle qui va juger les contraventions et les litiges liés à cette question. En même temps, elle entre en concurrence avec les juges ordinaires, donc les juges mages par exemple. Et puis à partir de 1720, c'était déjà même un peu le cas quelques années auparavant, les intendants vont reprendre les attributions de la Chambre des comptes de Savoie, et ce sont eux qui vont être chargés de l'administration du droit de pêche et de juger éventuellement les contraventions. Alors justement, puisqu'on parle de contravention, quelles sont les sanctions? Qu'est-ce que vous encourez si vous ne respectez pas le droit de pêche? En réalité, la plupart du temps, ce que vous risquez, c'est surtout une peine pécuniaire, avec une amende qui, d'après les royales constitutions, peuvent aller quand même jusqu'à 50 écus, ce qui n'est pas une somme complètement négligeable. Vous risquez la confiscation des engins et vous risquez la confiscation aussi du produit de la pêche. Néanmoins, il est prévu aussi éventuellement des peines corporelles en cas de délit beaucoup plus grave. Donc voilà pour une définition juridique assez large, mais il faut dire qu'on reste un petit peu sur notre faim quand même avec les textes de loi et toutes les sources normatives. Ce qui est frappant, c'est que la législation est bien moins abondante qu'en France. En France, c'est la fameuse ordonnance des eaux et forêts de 1669 qui va régler une bonne chose, enfin un grand nombre de questions relatives à la pêche, et pas seulement la pêche maritime. Il ne faut pas oublier aussi que notre duché n'a pas de débouché sur la mer, donc la question de la pêche maritime n'est pas
n'a pas lieu, disons, en Savoie. Et donc la législation en France est beaucoup plus abondante en la matière. Il y aura aussi un certain nombre d'arrêts, de règlements qui auront lieu au XVIIIe siècle, qui viendront régler jusqu'à des points de détail extrêmement précis. On n'a pas tout ça dans la législation du royaume de Sardaigne au XVIIIe siècle. C'est beaucoup plus restreint, tout au moins sous l'Ancien Régime. Voilà, pour une définition juridique. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire un petit état général des lieux, répondre, comme je vous le disais, à un certain nombre de questions relatives à cette question du droit de pêche. Et tout d'abord, évidemment, qui va exercer le droit de pêche? Alors, vous l'avez compris, je l'ai déjà exprimé de façon assez claire. En premier lieu, le souverain. C'est lui qui, de toute façon, demeure le premier détenteur du droit de pêche. Mais, comme je vous l'ai dit aussi, il va le concéder à un certain nombre de seigneurs. Alors évidemment, ces seigneurs, ça peut être des personnes physiques, c'est le cas d'ailleurs la plupart du temps, mais ça peut être aussi des co-seigneurs, pourquoi pas, mais ça peut être aussi des communautés. Et ces communautés, ça peut être une ville, comme par exemple la ville de Thonon, qui détient un certain droit de pêche dans le Léman. Ça peut être des communautés d'habitants, je pense en particulier Lens-le-Bourg qui détient le droit de pêche de manière immémoriale, nous disent un certain nombre de sources, sur le lac du Mont-Cenis. Et ça peut être aussi des communautés religieuses. J'aurai l'occasion de l'évoquer tout à l'heure quand on parlera du lac du Bourget. Mais je voudrais vous citer un cas un petit peu particulier, parce qu'on a même des communautés religieuses extérieures au duché. Les dominicains de Grenoble, par exemple, détiennent le droit de pêche sur les lacs des Abîmes. Bon, là, on est à l'extrême sud, on va dire, de l'actuel département de la Savoie, en vertu d'une concession qui date du 25 novembre 1337, concession donc, qui a été accordée par le dauphin de Viennois pour une durée de, je vous assure que j'ai relu plusieurs fois le texte avant d'affirmer, pour une durée de 3000 ans. Donc théoriquement, les dominicains de Grenoble détiennent toujours un droit de pêche sur ces quelques lacs que vous avez dans la région des Abîmes. Voilà, c'est un exemple là aussi concret du mode de concession de ce fameux droit de pêche. Voilà pour la réponse à qui. Maintenant, où s'exerce le droit de pêche? Alors ça, c'est une question qui est assez délicate. Alors bien sûr, évidemment, elle va s'exercer dans les lacs, dans les étangs. Si je prends l'exemple du lac d'Annecy, brièvement, on va dire que le grand lac appartient au souverain, la partie centrale du lac va appartenir au seigneur de Châteauvieux, et ainsi qu'une partie également du petit lac. Bon. Je vous renvoie là aux excellents travaux de Gérard Détrat, qui a très bien décrit cette situation, notamment pour le bas Moyen-Âge. À noter aussi les étangs. Je mentionne ici brièvement, mais les comtes de Savoie et les comtes de Genève ont créé, parfois de toutes pièces, des étangs dans nos régions. Je pense que même il y en a une bonne partie d'entre eux qui ont disparu. Il faudrait se pencher sur cette question qui est intéressante. Créer des étangs dans le but justement de la pêche. Je rappelle aussi, je ne l'ai pas dit en introduction, mais je dirais que ça tombait presque de sens. L'intérêt de la pêche, c'est un complément alimentaire, bien sûr. C'est un aliment, le poisson, c'est un aliment qui permet de respecter évidemment les prescriptions religieuses, le vendredi, le carême, etc. Donc c'est on va dire une ressource alimentaire qui tient une place tout à fait essentielle, on va dire, dans la vie quotidienne, dans la cuisine des époques anciennes. Et puis, évidemment, donc, au-delà des lacs et des étangs, il va y avoir la pêche dans les rivières. Alors, on trouve d'assez nombreuses mentions des droits de pêche dans l'ensemble du duché. Et alors, je vous propose une carte. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle n'est sûrement pas exhaustive, ça très certainement. Mais ce que je trouve ici intéressant, c'est qu'elle montre bien que vous avez des droits de pêche à peu près dans toutes les rivières du duché, dans l'Arve, dans le Gifre, dans l'Isère, qu'est-ce que j'oublie, le Fier également, dans les Us. Donc j'ai essayé ici, très brièvement, d'une part de désigner les rivières, et d'autre part quel est le seigneur qui est détenteur du droit de pêche. On va se situer ici au XVIIIe siècle, parce que évidemment,
suivant la période à laquelle vous vous situez, eh bien, le détenteur du droit de pêche peut être bien sûr différent et les seigneuries peuvent passer de main en main. Alors, on va juste prendre quelques exemples. Hein. Une bonne partie de l'Isère dépend à la fois du souverain et aussi de l'archevêque de Tarentaise. Sur l'Arc, sur une bonne partie de l'Arc, c'est l'évêque de Maurienne qui détient le droit de pêche. Le lac d'Aiguebelette, au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est le baron d'Aiguebelette qui détient pratiquement l'essentiel du droit de pêche sur ce lac. Sur le Chéran, en gros entre Gruffy et Marigny-Saint-Marcel, eh c'est le marquis d'Albi, détenteur en fait des droits souverains qui lui ont été concédés à la fin du XVIIe siècle, qui détient également ce droit. Qu'est-ce qu'on pourrait mentionner encore? Sur le Léman, vous avez essentiellement donc on va dire les grands seigneurs du Chablais, hein, le baron d'Ivoire, le marquis de Coudray, le baron de Marcla, etc. Et également la ville de Thonon qui détient des droits. Donc voilà, une carte qui, encore une fois, n'est sûrement pas exhaustive, mais qui essaye de vous montrer qu'on trouve un petit peu partout des droits de pêche, à la fois sur les rivières et sur les lacs de nos régions. Et donc j'ai évoqué les lacs, les rivières, mais il manque quelque chose. Le Rhône. Alors là, le Rhône, là je suis preneur d'informations si jamais vous en avez, parce que je dois dire que je n'ai trouvé aucune information. Les grandes seigneuries qui sont, qui aboutissent au Rhône, aucune mention de droit de pêche. J'ai consulté les consignements des fiefs de la fin du XVIIIe, ni les barons de Viry, ni les seigneurs de Bassy, ni le marquis du Vuache ne détiennent a priori le moindre droit sur le droit de pêche, sur la pêche dans le Rhône. Là, je vous propose des vues de Seyssel, d'après des gravures qui sont disponibles sur Gallica. Donc, voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce silence des sources? Parce que je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas eu de pêche qui n'ait pas été effectuée dans le Rhône. Alors, déjà, première considération à prendre en compte, il s'agit d'un fleuve. Et donc là, s'il y a bien un lieu où l'autorité souveraine s'exerce, c'est bien sur le fleuve, et qui plus est un fleuve qui a servi de frontière entre France et Savoie à partir de 1601, à partir du traité de Lyon. En plus, un fleuve aussi qui traverse en partie les terres genevoises, qui sort du lac de Léman, comme vous le savez, à l'intérieur même de la ville de Genève. Donc voilà, pour moi c'est un mystère, et je dois dire que si vous avez des informations relatives au droit de pêche, je dis bien plus que la pêche elle-même, dans le Rhône, je suis tout à fait preneur. On a là un silence des sources qui est assez curieux. Je continue mon état général, et maintenant on essaye de voir un petit peu comment s'exerce ce droit. Alors le seigneur qui détient le droit de pêche va en règle générale ascenser, donc donner en location si on veut, ou affermer le droit de pêche. Alors on a ici ou là dans les textes, on a quelques textes qui nous donnent des informations à ce sujet, et notamment évidemment le montant de la ferme. Vous voyez, on est en 1560 au Bourget. À cette époque, c'est encore le souverain, donc le duc, qui détient le droit de pêche, on va dire, sur la partie méridionale du lac. Et il va affermer deux pêches, la pêche que je ne dise pas de bêtises, la pêche de la Lesse et la pêche des Rosières, en 1560. La première pour un montant de 21 florins, la deuxième pour un montant de 22 florins. Et ça se fait au cours d'une criée, de manière tout à fait officielle, une sorte de mise aux enchères, si vous voulez, qui est effectuée. À Annecy, c'est toujours le souverain, dans Annecy même, et dans les différents bras du Thiou, c'est le souverain qui, là aussi, détient le droit de pêche. Et il y a même 3 pêches qui composent ce domaine du souverain, qui sont la pêche du Vanel, la pêche du Goléron et la pêche du Saint-Sépulcre. Et donc ces trois fermes sont donc affermées à des particuliers de manière tout à fait régulière jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Malheureusement, là aussi on reste un petit peu sur sa fin parce que les conditions de ces fermes qui définissent quand même les jours où il est permis de pêcher, qui définissent le montant de la ferme, qui définissent le type de poisson qu'il est permis de pêcher, et surtout les poissons qui doivent être payés à
à l'administration ducale. Ben, en dehors de ça, voilà, on a assez peu de renseignements à ce sujet. Alors de temps en temps, au hasard des archives, on va trouver des contrats qui vont nous donner quelques petits renseignements, mais encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de faire le jeu de mots, la pêche est assez maigre en définitive. Alors quand même, j'ai trouvé en 1710, on a le châtelain de la baronnie de Châteauneuf, qui s'appelle Maître Jacques Ladoux, qui va ascenser à un habitant de Châteauneuf, qui s'appelle Louis Giroux, donc la pêche sur le Gelon. Alors vous avez ici donc la pêche sur le Gelon d'après le cadastre de 1730. Alors le Gelon, c'est cette rivière que vous avez ici. Et si vous voulez que je vous situe donc si on situait cette partie du Gelon actuellement, ben, en réalité actuellement c'est un canal, hein, c'est quelque chose qui est complètement rectiligne. Et en réalité une bonne partie de ce territoire qui est traversé par le Gelon, ben, actuellement est recouvert complètement par l'autoroute A43, hein, tout simplement. Et donc, en 1710, le châtelain donc, concède le droit de pêche depuis l'embouchure de l'Isère, nous dit le document, jusqu'au gué de la Planche, qui se trouve un peu en contrebas, donc ça devait être quelque part par là, probablement, un peu au contrebas du moulin Rottier qui se trouve ici, moulin qui a disparu parce que justement il a été détruit lors de la construction de l'autoroute A43. Alors là, on sait que le châtelain donc ascense... attendez que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est un ascensement, c'est pas un affermage. Il ascense donc le droit de pêche pour un montant de 33 florins et il y ajoute également l'ascensement de 3 journaux de terre. Vous voyez bien, 33 florins en 1710, c'est pas une somme, c'est pas complètement négligeable, mais c'est pas non plus une somme absolument mirobolante. Assurément, c'est sans doute pas là l'essentiel du revenu de la baronnie de Châteauneuf. Alors, puisqu'on évoque donc justement ascensement, affermage, contrat et conditions, on doit évoquer aussi les agents de contrôle. La plupart du temps, c'est le fermier, c'est le châtelain, c'est l'intendant de la seigneurie qui va se charger de cette surveillance. Souvent aussi, ça va être le garde champêtre. Et donc là, vous voyez le lien. Le garde champêtre, il s'occupe aussi de la chasse, hein, de vérifier qu'il n'y a pas d'abus dans ce domaine. Et à nouveau, on voit l'étroite association entre droit de pêche et droit de chasse. Et puis, de temps en temps, alors c'est très rare, on trouve quelques gardes-pêche. Hein, sur le lac du Bourget, je trouve mention en 1779 d'un certain François Rosset-Blanc, qui est le garde-pêche du baron de Châtillon. Mais ça reste, voilà, c'est la seule mention que j'ai pu trouver dans les archives concernant cette fonction. Retenez encore une fois le lien étroit entre pêche et chasse. Et évidemment, c'est le genre de choses qui suscite des contestations. Alors, comme le dit Jean-Nicolas dans la Rébellion française, pas de quoi non plus susciter des rébellions considérables, des révoltes paysannes de grande ampleur, mais néanmoins, ici ou là, on relève parfois des contestations, des querelles entre des habitants d'un village et leur seigneur. Et là, je vous prends en exemple donc, le cadastre sarde du village de Duin, avec cette très belle représentation donc, des deux châteaux de Duin, parce que le seigneur du lieu, à la fin du XVIIe siècle, rentre en conflit avec les habitants de la Tuile. La Tuile, c'est le petit village qui se trouve au sud de Duin, parce que les habitants de la Tuile, avec ce doussard, prétendent avoir possession du droit de pêche depuis un temps immémorial. Évidemment, le seigneur n'est pas d'accord. Alors, il y a une partie de pêche symbolique qui est organisée par les habitants de la Tuile, avec armes, hallebardes, etc. Enfin, ça fait un peu du grabuge. Heureusement, il n'y a pas de mort, etc. Mais néanmoins, voilà, il y a une contestation réelle des habitants face à leur seigneur de ce droit de pêche. Hein. Ils n'entendent pas se laisser faire comme ça. Alors, il y aura même une enquête faite par les autorités, parce que le vicaire de la Tuile, c'est lui qui aurait été le meneur et qui aurait incité les habitants à se rebeller contre le seigneur, etc. Donc, vous voyez, quelquefois, il y a des enjeux qui se cristallisent autour de la pêche, mais il faut dire que ça reste quand même assez marginal. Et ça reste assez marginal parce qu'en définitive, et vous l'avez entendu dans les quelques chiffres que je vous ai donnés,
les enjeux financiers sont quand même pas considérables. Alors là aussi, je peux vous redonner quelques chiffres, je pourrais vous en citer quelques-unes, juste deux, on va en retenir deux. En 1788, le cense de la pêche sur l'Arve entre Carouge et Verrier s'élève à 20 livres par an. C'est pas une somme considérable, bien sûr. Et autre chose, je me suis livré un petit calcul. On dispose d'un état des fermes royales en 1787 pour la Tarentaise. Eh bien, le montant total de ces fermes donc, rapporte au Trésor royal 2792 livres. Et sur ce montant, il y a seulement 2% qui proviennent du droit de pêche, de l'affermage du droit de pêche. Et encore, à chaque fois, ce droit de pêche, il est affermé avec le droit de chasse. Donc, vous voyez, 2% sur 2792, ça doit représenter 65 livres. C'est quelque chose de très peu considérable par rapport à l'ensemble de ce que peuvent rapporter les fermes royales. Voilà, donc quelques exemples. Et puis alors évidemment, on peut se poser la question de l'impact de l'abolition des droits seigneuriaux. Alors comme vous le savez, les droits seigneuriaux, donc avec les mesures prises par les rois de Sardaigne entre 1762 et 1771, ça a entraîné le rachat des droits seigneuriaux par les communautés. Alors il faut déjà voir d'une part que toutes les communautés n'ont pas forcément racheté le droit de pêche, et puis même dans certains cas, le seigneur va se réserver parfois le droit de pêche. Et là, je vous prends un exemple concret, en 1771 à Marteau. Le marquis de l'Echerenne, qui est aussi comte de Marteau, donc, accorde l'affranchissement aux habitants du lieu, qui donc rachètent les droits, mais il se réserve un certain nombre de droits expressément, dont le droit de pêche, de même que le titre de compte, la faculté de nommer juge et greffier, le droit de chasse, toujours cette association pêche et chasse, le droit de banc et les patibulaires. Et si vous regardez bien, ce sont essentiellement, on va dire, disons, des droits qui ne rapportent pas énormément aux seigneurs, mais qui sont prestigieux, qui ont une très forte valeur symbolique et de dignité. Je trouve que c'est une mention tout à fait intéressante. En réalité, évidemment, c'est la révolution qui arrive en 1792 en Savoie qui va balayer le droit de pêche. Il sera rétabli sous le consulat, et avec la restauration sarde de 1815, on va revenir à la législation des Royales Constitutions, avec cette différence quand même fondamentale, c'est qu'à partir de 1815, les fiefs n'existent plus. On restaure l'Ancien Régime, mais il n'existe plus de féodalité en Savoie. Voilà, donc si j'ai encore un peu de temps, je suis bon, on va s'intéresser, on ne pourrait pas faire autrement en étant à Aix, à l'exemple du lac du Bourget. Vous reconnaissez évidemment cette très fameuse gravure du père Martelange, avec le prieuré du Bourget et au premier plan, et le château du Bourget au deuxième. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on examine un petit peu cette carte, et qu'on essaie de voir qui sont les détenteurs des droits seigneuriaux sur le lac du Bourget. Alors, je vous ai pris une carte d'OpenStreetMap, et j'ai souligné en rouge les localités dont les seigneurs détenaient le droit de pêche à l'intérieur du lac du Bourget. On va essayer de se placer ici au XVIIIe siècle. La situation n'est pas forcément la même 1 ou 2 siècles auparavant, mais au XVIIIe siècle, sur la base notamment des consignements des droits de fief qui ont lieu dans les années 1770, on peut essayer de dresser un inventaire avec néanmoins ici ou là des petites incertitudes. Alors on va commencer tout en haut, si vous voulez bien, on va partir de la baronnie de Châtillon. On n'oublie pas aussi que le lac du Bourget, son ancien nom, c'était aussi le lac de Châtillon, donc à tout seigneur, tout honneur, c'est le cas de le dire. Donc les droits du baron de Châtillon vont partir du canal de Salière et vont s'exercer jusqu'à la limite avec Saint-Germain-la-Chambotte. Donc c'est la frontière que vous avez ici, un lieu-dit qui s'appelle les Poinçons. Là, les textes sont assez clairs sur cette délimitation. Viennent ensuite les droits du baron de Cessan, qui donc partent des Poinçons pour aller jusqu'au niveau de Chalières, parce qu'à Chalières, il y a une vigne qui appartient à l'abbaye d'Hautecombe, et il est bien précisé que le droit de pêche, enfin les moines d'Hautecombe détiennent le droit de pêche en bordure de leur vigne de Chalières. Donc on a une petite enclave, si on veut,
du droit de pêche de l'abbaye d'Hautecombe de ce côté-ci du lac. Ensuite, c'est la juridiction du baron ou du marquis au XVIIIe siècle de Saint-Innocent qui va s'exercer, donc en gros depuis Chalières, jusqu'à une localité que les textes appellent à l'époque ça y est, le nom est en train de m'échapper, il faut que je reprenne mes notes. C'est une localité qui correspond actuellement à un lieu-dit qui s'appelle Chez les Berthets. Si on consulte le cadastre actuel, on arrive à faire correspondre le cadastre sarde et le cadastre actuel, et donc déterminer que cette limite des droits du seigneur de Brison-Saint-Innocent donc s'étendent à peu près jusqu'ici. En 1680, le baron de Saint-Innocent avait passé une transaction avec le baron de Cessan pour déterminer la limite exacte de leur juridiction respective, et c'est la pointe de la Buffe qui se trouve ici, qui va servir de limite. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette transaction, on précise à laquelle pointe sera permis aux parties de faire graver leurs armes pour servir de preuve à l'avenir des limites de la dite pêche. Donc, vous voyez, on utilisait aussi des bornes quelque part pour déterminer les pêches. Alors, ce que je serais très curieux de savoir, s'il y a des gens qui vont se promener du côté de cette Buffe, est-ce que cette pierre gravée existerait encore, si tant est qu'elle ait jamais existé? Parce qu'on dit dans la transaction qu'il y a la possibilité d'effectuer de planter cette limite. Est-ce que ça a été fait effectivement? Là, on n'en a pas la preuve. Voilà, donc, droit de pêche du baron de Marquis de Saint-Innocent jusqu'ici, et ensuite, évidemment, ça va être le marquisat d'Aix. Les textes précisent, notamment en vertu de l'inféodation de 1626, que le marquis d'Aix détient les droits de pêche donc, sur le lac, en gros sur tout l'étendue du rivage des paroisses qui dépendent de son marquisat. Donc ça va être essentiellement Aix-les-Bains, Tresserve pour une partie, et également Viviers du Lac. Alors à Tresserve également, on a la famille Roffier, puis la famille Bally qui détient la seigneurie. Et pour cette seigneurie, il est précisé donc que le droit de pêche va s'exercer sur la pêche de Tircelina, à présent, donc là on se situe début XVIIIe siècle, à présent appelée Terre Nua. Et donc évidemment, vous avez reconnu, c'est Terre Nue. Donc le seigneur de Tresserve avait droit de pêche à cet endroit. J'ai rien trouvé sur Bonport. A priori, la seigneurie de Bonport ne détenait pas, c'est assez curieux, pour une seigneurie qui se trouve juste en bordure du lac, la seigneurie de Bonport donc, ne détenait pas de droit de pêche sur le lac. Bon, admettons. Et ensuite, on arrive au lac du Bourget. Alors, le lac du Bourget, le Bourget du lac. On arrive au Bourget du lac, et là, c'est intéressant parce qu'en fait, on a deux seigneuries dans la même localité. D'une part, la baronnie, et d'autre part, le prieuré. Alors la baronnie, en fait, c'est l'ancien fief souverain. Tout à l'heure, je vous ai évoqué les criers qui ont lieu en 1561 pour l'affermage des pêches du Bourget. Cette seigneurie, elle va être concédée d'abord aux Berliet, puis ça va passer à d'autres seigneurs jusqu'à aboutir au Butet au XVIIIe siècle. Et donc les barons du Bourget vont détenir là aussi un droit de pêche ici sur la partie méridionale du lac. Au Bourget, donc, on a également le prieuré, et au XVIIIe siècle, ce sont les jésuites de Chambéry qui sont les maîtres, les détenteurs à la fois des bâtiments, mais aussi de la seigneurie. Et là également, donc, ils détiennent un droit de pêche. Et ce droit de pêche, donc, il va s'exercer donc, dans le redon de l'Esse, qui s'étend dans le lac du Bourget, et donc ils peuvent percevoir la moitié des truites et le quart des lavarets qui seront pris incontinent après la pêche. Donc tout de suite après la pêche. Et ce droit a été reconnu par 233 particuliers. Donc, vous voyez, ça s'exerçait quand même sur un grand nombre d'habitants. Qui ont passé reconnaissance en faveur de ce prieuré en 1732. Voilà pour le Bourget. On passe ensuite à Bourdeaux. Donc la seigneurie de Bourdeaux, elle appartient au XVIIIe siècle au marquis de Cordon, qui était une des plus grosses fortunes du duché.
Et là, les textes sont à la fois, comment dire, clairs et peu précis. Clairs dans le sens où ils disent que le droit de pêche s'exerce tout le long de la juridiction de la seigneurie de Bordeaux. Or, il y a une description des confins justement de cette seigneurie qui est donnée dans le consignement des fiefs. Le problème, c'est qu'elle n'est pas très claire, et donc on est un peu, comment dire, on reste un petit peu sur sa fin, sur l'étendue exacte où s'exerçait le droit de pêche de la seigneurie de Bordeaux. J'en viens à supposer très probablement que ça devait s'étendre à peu près sur on va dire, probablement le long des limites de la paroisse correspondante. On arrive ensuite aux possessions de l'abbaye d'Hautecombe. Alors l'abbaye d'Hautecombe, c'est sans doute on va dire le seigneur. Là, encore une fois, vous voyez, c'est un seigneur ecclésiastique, c'est une communauté. Au XVIIIe siècle, alors ce n'est plus l'abbaye elle-même, si vous voulez, qui détient ce droit-là, mais c'est la Sainte-Chapelle de Chambéry qui en fait a récupéré, on va dire, le titre de seigneur d'Hautecombe. Et donc les moines d'Hautecombe vont détenir le droit de pêche à peu près, ça correspond à peu près à toute cette partie de la rive occidentale du lac du Bourget, et donc ce qui en fait un des propriétaires les plus importants du lac du Bourget. Sachant que l'abbaye d'Hautecombe, tout comme le marquis de Saint-Innocent ou le baron de Cessan, pour pouvoir bénéficier de ce droit de pêche, doivent payer chaque année au duc une redevance qui est d'un montant de 15 lavarets. Donc là, c'est une redevance uniquement en nature, uniquement en poisson. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que vous vous doutez bien que ces 15 lavarets, ils ne vont pas finir sur la table du duc ou du roi de Sardaigne à Turin. Non, ils vont finir sur la table des officiers de la Chambre des comptes, parce que ce sont en fait des rétributions qui vont finir pour rétribuer, si vous voulez, pour gratifier les magistrats de la Chambre des comptes, qui, je vous le rappelle, sont les gardiens du domaine ducal. Voilà. Donc, et il est probable aussi qu'une partie de cette pêche, en fait, était revendue, et le produit de la pêche était ensuite perçu sous forme d'argent. Voilà pour quelques détails concernant Hautecombe. On arrive ensuite à la partie, on retourne à la partie septentrionale du lac du Bourget, où on voit qu'on a la paroisse de Conjus. Alors Conjus, au XVIIIe siècle, appartient au marquisat de Lucé. Et là aussi, c'est un petit peu comme pour le Rhône. Je n'ai pas trouvé de texte vraiment très clair, très probant quant au droit de pêche que pouvait avoir éventuellement le marquis de Lucé dans cette partie du lac. Donc c'est quelque chose qui reste à contrôler. Enfin, on a le comté de Chana, vous avez souligné tout en haut là, de la carte, le comté de Chana, qui détient également des droits de pêche, mais essentiellement dans le canal de Savière et dans l'émissaire du lac qui traverse la paroisse de Chana. Voilà pour cette description du droit de pêche sur le lac du Bourget. Et ce qui est quand même frappant, c'est que si on plaque sur cette carte la carte des lots de pêche qui étaient assignés aux pêcheurs professionnels jusqu'à une époque récente, d'ailleurs c'est toujours valable, vous voyez que les principaux repères qu'on a pu voir pour les différents territoires de droit de pêche sous l'Ancien Régime, on les retrouve pour l'essentiel ici. On retrouve Ternu, on retrouve la pointe de la Buffe, on retrouve ce fameux moulin qui servait de borne pour le marquis de Saint-Innocent. Voilà, c'est assez intéressant de voir cette continuité. Alors, conclusion. Évidemment, je ne pouvais pas faire autrement que vous montrer ce fameux tableau de Konrad Witz qui représente la pêche miraculeuse sur le lac de Genève. Vous savez que c'est une des plus anciennes représentations du lac Léman. Et bien voilà, ce qu'on peut dire, c'est que la pêche aux droits féodaux, en tout cas le droit de pêche, c'est pas une pêche très miraculeuse. On n'a pas pléthore d'informations sur cette pratique et sur ce droit. Alors ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit mais il y a tellement de cours d'eau, il y a tellement d'étendues
de lacs et d'étangs qui existent dans nos régions, on pourrait croire que c'est quelque chose qui suscitait évidemment beaucoup de convoitises, un trafic assez important, mais je vous ai fourni déjà un certain nombre d'explications. On a vu que le produit, en définitive, c'était pas un droit seigneurial qui rapportait énormément. D'autre part, vous avez vu aussi que ni les seigneurs, ni même on va dire l'administration ducale ou royale n'a mis véritablement une administration en place pour gérer cette question. En France, encore une fois, on avait les tables de marbre, on avait l'administration des eaux et forêts. Alors, il existe bien sûr en Savoie aussi des maîtres des grands gruyers, des maîtres des eaux et forêts. D'ailleurs, je vous renvoie au passage à une de mes études que j'avais fait paraître justement il y a quelques années sur l'administration des eaux et forêts, mais qui portait plutôt sur la forêt justement. Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement embryonnaire en Savoie, et la législation, là aussi, elle est famélique sur la question, et donc ça montre en définitive le peu d'importance que cette question pouvait avoir dans on va dire, dans la vie institutionnelle générale. Ce qui est important quand même à retenir, c'est les liens étroits avec le droit de chasse. Et là, je voudrais insister sur un point extrêmement important. Le droit de chasse, pour un seigneur, c'est important. La chasse, c'est la guerre. La chasse, c'est le plaisir noble par excellence. Pas sûr que le marquis de Saint-Innocent prenait sa pêche à la ligne pour aller pêcher des poissons dans le lac du Bourget. Vous voyez bien que le prestige, évidemment, attaché au droit de chasse n'a aucune commune mesure avec celui qu'on pouvait trouver dans le droit de pêche. Et encore une fois, dans les textes, très souvent, ces deux droits sont associés. On trouve droit de chasse et droit de pêche. Alors, si vous permettez, avant de finir, en cette année 2022, je ne peux pas faire autrement que citer saint François de Sales et son journal. Et donc on rapporte, alors qu'il était à Sixte, la Sixte où passe le Gifre, eh bien, il semble un miracle qu'à cause de lui, on prit une si grande quantité de poissons que jamais on n'avait vu la rivière de Gifre en produire tant ni de si gros. Donc voilà, saint François de Sales a un lien aussi avec la pêche. Et de plus, nous dit le texte, de plus, le vin ne diminue à point dans le tonneau du couvent. On avait tout ce qu'il fallait pour faire un bon repas et pour boire de manière tout à fait correcte. Voilà, donc c'est sur ces quelques paroles concernant saint François de Sales que je termine, et je vous remercie de votre attention. Je cède le micro à la salle pour les questions.